Voilà. Bonsoir à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 15 mai 2023 et l'APSDC, donc l'Association contre la précarité et pour la durabilité, nous propose... La stabilité durable. La stabilité durable vous propose un entretien débat sur le travail, que va devenir le travail dans les années à venir. Et sur la retraite. Et sur la retraite, bien sûr. Donc, nous proposons, or la retraite à 80 ans propose les uns et la retraite à 15 ans que proposent les autres. Voici une autre voie que l'association propose, où quand les robots logiciels ChatGPT vont brutalement retirer 30% des métiers d'aujourd'hui, tandis que d'autres métiers subsisteront, en concurrence avec des pays au travail pas cher, et face à l'intelligence artificielle, comment s'organiser pour une vie professionnelle performante face à cette double concurrence, et une vie professionnelle humaniste pour, malgré cette époque, offrir du bonheur à chacun, car cela est possible, depuis une profession humanisée, garantissant tant le plein emploi que la retraite par répartition, dans le respect des niveaux de pénibilité, tout en assurant le plein rendement industriel et commercial, apte à protéger nos enfants face aux pays concurrents à bas salaire, Chine, Inde, etc., dans la géopolitique macroéconomique qui vient avec l'inflation généralisée. Dans notre petit livre jaune, nous avons les ébauches structurées de réponses aux questions suivantes. Comment remplacer la retraite dite coûteuse, égale plus assez d'actifs pour cotiser pour les retraités, par une retraite utile, où le retraité sert la collectivité en apportant son expérience, ses compétences, son amour à des plus jeunes, les formant, leur transmettant, étant par ailleurs actif dans la vie associative, gardant et instruisant ses petits-enfants ou ceux de ses voisins. Alors, dans ce livre, il y a des propositions, la proposition 55 et suivante, proposition 158 et 159. Alors, 55 et suivante. Voilà, 55. Alors, avant de débattre, je vais vous lire la proposition 55. Ce devoir de polyvalence n'est pas tant fondé sur la mobilité géographique, car l'employé peut avoir ses assises en un lieu et souhaiter y rester, ce qui est respectable et sera respecté, que sur la mobilité neuroplastique, entendant qu'il lui sera demandé à tout âge et à tout moment d'apprendre, d'être formé et de se former, de s'instruire afin d'être toujours compétent, découvrant de nouvelles techniques et, si la vocation même tardive l'en prend, de pouvoir découvrir une nouvelle activité, un nouveau métier, un nouveau plaisir de servir la collectivité humaine et par elle la vie. Entendons tout ce qui est vivant. C'est pas. Donc là, Delphine, qu'as-tu à dire sur... Sincèrement, pas grand-chose. J'attends plutôt les moments... Donc là, on a parlé de ChatGPT, on a parlé d'intelligence artificielle, on a parlé d'emplois qui allaient être supprimés, il va y avoir de nouveaux emplois, donc ça va demander à nous tous de la formation. Donc là, dans cette proposition 055, on nous parle de mobilité neuroplastique, donc on nous parle de mouvement, on nous parle d'être sans cesse en mouvement, d'apprendre, parce que la société de demain va nous demander ça. Et il faudra aussi que l'on puisse aider donc à cette transition. Et voilà ce que je peux déjà dire. Tout à fait. On est bien dans le fonctionnement de notre cerveau, une neuroplasticité, comme tu l'évoques, cérébrale. Absolument. En fait, t'invite à trouver la proposition suivante à
à évoquer, à lire et à... Moi, que nos amis veulent. Ah, oh, c'est peut-être un peu le début du démarrage. 158. 158. Ça veut dire qu'il faut avoir la capacité de s'adapter à une société future, peut-être pour de nouveaux métiers qui vont apparaître. Oui, absolument, tout à fait. Donc, là, tu as raison de souligner ce détail. D'ailleurs, ce que dit Serge, c'est que déjà, la société s'adapte en tant que mécanisme, mais faut-il que les êtres humains soient préparés, soient encouragés à aller vers ces mécanismes. Donc, je vais vous lire la proposition 158. La répartition synarchisée de l'activité professionnelle repose sur 5 données. Donc, l'évolution de carrière, requalifiable d'agencement de l'existence, organisée selon 3, voire 4, et même 5 cycles de vie, ou âge, propres à un développement humain sain, en observant que la bonne santé ne vient pas de la retraite, mais d'une activité reconnaissante, ennoblissante et valorisante, vocationnellement choisie et socialement reconnue et respectée parce que utile. Tel que devenir professeur à l'âge de 60 ou 70 ans, considérant qu'il est juste que les individus ayant commencé à travailler tôt soient titrés maître ouvrier, enseignant, instructeur ou encore professeur, avant ceux ayant débuté leur activité professionnelle plus tard. Dans le cadre d'une estimation de vie à 100 ans, en très bonne santé biotechnologiquement et neurobiochimiquement, par neurocognitique adaptée à la production épigénétique d'une enzymatique génératrice, par voie endogène de biosynthèse moléculaire, de molécules d'augmentation, motrice perceptive, affective et cognitive. Là, on va avoir besoin de ton éclairage. Bon, alors un petit peu en effet d'épigénétique, un petit peu de neurosciences. Disons que simplement le cerveau humain est extrêmement plastique, tu le disais, sachant avant. Et ce cerveau extrêmement plastique, il n'est pas le cerveau qu'on nous a décrit dans les systèmes anciens. Les systèmes anciens, c'est soit on travaille, soit on est en retraite. Simplement que la réalité réelle, c'est qu'un être humain, à un certain âge, il n'a pas envie qu'on le jette à la poubelle, qu'on le mette en retraite. Mais il n'a pas non plus envie de continuer de travailler comme un esclave. Il a envie d'un chemin intermédiaire, beaucoup plus sain, on va lui dire précisément ce que tu viens d'évoquer, de dire, c'est-à-dire, à un moment donné, ce qu'on a appris, on peut l'enseigner. Et on peut l'enseigner non seulement en termes de savoir-faire professionnel, mais aussi de savoir, et plus encore de savoir-être. Le maître ouvrier ou le professeur d'université, c'est plus quelqu'un qui est, comme c'est le cas parfois des gens qui n'ont jamais quitté les grandes écoles et qui se retrouvent universitaires sans avoir eu un métier. Heureusement, la plupart du temps, on demande à un universitaire en tant que professeur d'être aussi un chercheur. Et c'est là toute la différence. Mais on est dans un monde où on va trop vite. C'est comme le manager qui sort de l'école, qui est flanqué manager. Il n'a aucune expérience, il ne connaît rien. Sans parler du président de la République, mais on ne donnera pas de nom, qui, sorti de l'école, se retrouve président de la République. Ce n'est plus possible d'avoir un monde de cette sorte. Il faut penser que l'individu passe par des étapes, par le respect de soi-même. Beaucoup de gens qui ont exercé des professions parfois à très haut niveau, à un certain âge, 55, 58 ans, ne trouvent plus d'emploi et se disent « je vais créer mon cabinet de conseil ». Ils deviennent consultants. Mais alors là, c'est extrêmement difficile pour eux de trouver justement des clients. Mais oui, mais parce que c'est pas dans les mœurs. Et il faudrait justement qu'il y ait cette organisation. Ces cycles de vie là, qu'on vient de citer, et je vais donc vous redonner les 5 cycles de vie. Donc le premier cycle de vie, c'est que l'on retrouve dans l'article 159 de notre livre, la proposition 159 de notre livre. Le premier cycle de vie, donc, qui est apprendre pendant l'enfance, l'adolescence, puis l'adolescence, et imprime parallèlement à l'activité professionnelle, puis à l'activité de retraite, se former tout au long de la vie. Le deuxième cycle de vie, qui est travailler ensuite jusqu'à l'âge de 50, 60 ou 70 ans, selon le niveau de pénibilité de l'activité professionnelle. Le troisième cycle de vie,
enseigner notre savoir-faire professionnel et humain depuis cet âge et jusqu'à l'âge de 70 ou 80 ans, voire plus, selon les souhaits intimes de chacun. Le quatrième cycle, se livrer à des travaux de recherche dans notre domaine vocationnel, choisi depuis cet âge et jusqu'à l'âge de 90 ans, voire plus, selon les possibilités et les souhaits individuels de chacun. Et le cinquième cycle de vie, enfin, explorer notre biologie personnelle, l'évolution humaine, pour illustration, se transformer en une réalité biochimique plus intéressante que celle inhérente à notre vulgaire existence animalique, en explorant les connexions neuronales nous permettant de développer des processus intuitifs, créatifs, voire d'automodification de notre physiologie. En soi, il est vrai que c'est très interpellant parce que si on prend une référence qui était l'Inde ancienne, c'est intéressant aussi, on retrouve dans certains textes, on peut prendre le Kama Sutra, l'introduction du Kama Sutra qui nous rappelle que du temps des Védas, donc l'Inde avant l'hindouisme, on est devant une recherche, c'est-à-dire que l'individu, il n'est pas simplement une espèce de viande qui se reproduit sans comprendre rien à rien. C'est un être humain qui philosophe, qui se demande pourquoi suis-je là, et qui va exercer certes une profession, puisqu'après avoir étudié, il exerce une profession. Il va créer sa famille, bien sûr, mais après, il y a ce moment, justement, ce que tu viens de relire, où on peut se dire maintenant, j'ai assez exercé ma profession, je vais l'enseigner et je vais être consulté pour expliquer, pour aider, pour conseiller les entreprises, les individus qui prennent la suite. Mais encore après, en effet, on peut se dire, c'est le moment d'être dans de la recherche, soit de la recherche dans mon domaine professionnel, évidemment, c'est peut-être extrêmement intéressant parce qu'il y a toute cette valeur de l'être humain qui s'est construite. Et au-delà, oui, une recherche carrément au niveau humain, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour me dire, eh bien, au lieu d'avoir froid à 90 ans, je grelotte, eh bien non, est-ce que je peux produire des processus, un petit peu comme les moines tibétains et d'autres gens qui vont s'exercer, les Indiens autrefois, à un certain yoga qui permet de se dire je vais avoir chaud malgré le froid. Là, il y a beaucoup d'expériences à tenter. L'être humain est plein de ressources. Et ça peut nous aider en effet à avancer vers demain. Et ça ne veut pas dire, ce cinquième cycle, ça ne veut pas dire que l'individu ne s'intéresse pas à ces sujets dès son plus jeune âge. Et on peut, évidemment, la société pour laquelle nous militons sera une société qui permettra donc, dès le plus jeune âge, on se posera des questions existentielles sur nous, sur qui nous sommes, sur notre biologie, sur la nature, sur ce qui nous environne, comment on vit avec l'autre. Donc c'est une société. Donc on a intitulé ce débat, mais une profession humanisée, mais c'est aussi un individu humanisé que l'on essaiera de développer. Donc, dès l'enfance. Et là, ça, tu as tout à fait raison, parce que ça nous renvoie à un autre de nos exposés débats d'il y a quelques mois. La problématique, elle est tout entière de se dire, en effet, osons exposer une autre façon, une autre civilisation, une autre façon de concevoir le monde, à partir de laquelle, autre façon de concevoir le monde, on va pouvoir amener des gens, en effet, très jeunes, à non pas se dire le but de ma vie, c'est de m'acheter une super maison, une super voiture, de super vêtements, et de montrer aux voisins que je suis plus important que lui parce que le but de la vie, ce serait l'argent et la vanité. Non, soudainement, on s'aperçoit qu'il y a un autre but de la vie qui est prendre conscience de soi, travailler sur soi, explorer les possibilités nouvelles de la biologie humaine et aussi, précisément, se dire je vais être dans une entraide globale, c'est-à-dire on est tous dans la générosité pour aider les plus jeunes dès un très jeune âge, à se poser des vraies questions. Et aussi, je l'ai dit tout à l'heure, ça va nous demander de lutter contre des salariés, des salaires à bas coût qui vont venir de Chine et d'Inde, même si maintenant, en Chine, les salaires ont augmenté, mais sont toujours plus bas que chez nous. Donc, il nous faudra lutter individuellement et collectivement pour être performant et pour pouvoir exister dans le monde qu'on nous prépare. Déjà, depuis les années 2020, on sait, la Chine a délocalisé, notamment au Vietnam,
et en Thaïlande, c'est-à-dire que, et en Afrique, j'oubliais, parce qu'ils ont, entre guillemets, acheté des territoires africains en disant aux Africains, bah, désolé, on a pris un pacte avec votre président local, on s'installe, mais c'est pas pour vous donner de travail, on installe les Chinois qui vont travailler sur place. Puis les pauvres Africains disent, ah, ben, on a un territoire en moins, de l'espace en moins, mais pas de travail en plus. Et ça, c'est l'avenir, en effet. On est devant aussi une prudence par rapport à ton discours, Serge. C'est que beaucoup de gens nous disent, ah, ce serait bien d'avoir la vie tranquille, d'un revenu minimum pour tout le monde, la vie belle. Seulement, pendant qu'on est dans la vie belle, on a l'histoire. On a vu comment le Portugal, comment l'Espagne, qui ont été de grandes sociétés, de grandes civilisations, j'oserais dire, soudainement sont tombées dans la pauvreté parce que d'autres sont arrivés qui, eux, avaient le courage de travailler. Et on risque en effet, ce que tu viens de dire, d'avoir les Chinois, les Indiens, ou tel sous-traitant de cela, ou même l'Iran, qui sera ensuite une région géopolitique extrêmement puissante. On va avoir des gens qui vont gagner du terrain, prendre de l'emploi, on va dire, de l'employabilité, et qui vont dire aux pays qui seront venus paresseux, bien maintenant, servez-nous d'esclaves. Est-ce qu'on a envie que nos enfants soient les esclaves des autres? Non. Donc il faut absolument garder un système industriel performant, mais en même temps, pour y arriver, ne pas amener les gens à travailler jusqu'à 70 ans complètement épuisés, ni leur dire vous arrêtez de travailler pour la plupart à 55, 58 ans, et entre deux, vous aurez votre pension de retraite à 65 ou à 70 ans ou à 80 ans. C'est ridicule, les pauvres gens. C'est pas possible comme système. Donc, c'est pour ça qu'on parle de travail vocationnel et de travail utile. On se sent utile pour l'ensemble et on sent que notre apport est un bel apport pour la collectivité. Et à partir de là, neuronalement, puisqu'on parle aussi neuro ici, dans ces débats, neuronalement, ça va produire de la dopamine, produire de l'envie, de la motivation, et on va redonner le goût de l'apprentissage, le goût d'aider, le goût de travailler pour soi, pour avancer, pour évoluer, et pour l'autre aussi. Là, tu as parlé, on en parlait juste avant, en aparté, toi et moi, Nancy, juste avant le début de cet entretien débat, on parlait de ce revenu minimum universel. Et on a, avec Delphine, on se disait que de toute façon, il y aurait une période de transition. Parce que il faut aussi comprendre que des gens vont se retrouver des comptables, peut-être des juristes, ils vont se retrouver confrontés à l'intelligence artificielle. On en parlait tout à l'heure. Et d'autres, bien sûr, des emplois plus précaires, plus pénibles. Là, on pense évidemment aux caissières dans les supermarchés, aux guichetiers. On pense aussi à nos aux hôtesses d'accueil qui seront bientôt peut-être remplacées par des robots. C'est déjà le cas au Japon. Donc il y aura effectivement une transition pour le revenu minimum, et on permettra à ces gens de se reformer, d'aller vers d'autres secteurs d'activité, bien sûr. Alors là, notre président qui lève la main depuis la... On parle essentiellement de tous les métiers qui sont non créatifs. Exactement, oui, c'est ça. C'est ça, c'est tous les métiers qui n'engendrent pas en sortie, en fait, une nouvelle connaissance ou une intelligence ou de la création. De la création, pas de l'intelligence, parce que potentiellement, un artiste sera toujours le bienvenu dans cette nouvelle société, puisqu'il sera créateur de quelque chose. Et encore, c'est peut-être même remis en question, puisqu'a priori, avec les intelligences génératives, les GAN, entre autres, on peut être créateur, on peut être artiste sans potentiellement avoir un don. On peut créer, là, avec les intelligences artificielles, avec génératives, on peut créer des symphonies, on peut créer des tableaux, on peut créer tout ce qu'on veut.
mais il reste quand même une part de paramétrage qui permet justement à l'artiste de mettre quelque part un tout petit peu son grain de sel, mais en effet, en fait, c'est tout ce qui est créatif. Par exemple, prenons. C'est pas forcément ce qui est créatif. Pense à quelqu'un, on a trouvé sur YouTube, quelqu'un qui a demandé à ChatGPT, On peut lui demander, peux-tu écrire mon mémoire de master carrément sur ChatGPT? Donc c'est effrayant. Donc même la créativité peut être. alors, oui, on peut débiter de l'information, mais on peut ensuite, la mise en relation des informations les unes avec les autres et l'argumentation qui permet d'avoir un point de vue, en tout cas, argumenté ou contradictoire, est important. Donc, je pense que malgré tout, ces intelligences-là, elles permettent de traiter des informations et de répondre à des questions pas forcément simples, hein. On parle d'une assistante, par exemple, un centre d'appel pourra être complètement transformé grâce à ces technologies. Un juriste, parce que potentiellement, un juriste répond à une personne à travers des textes de loi qui sont eux-mêmes dans un spectre fini. Il n'y a pas il y a pas de créativité. Donc, par contre, je pense que ça remplacera pas ensuite aussi les métiers qui sont associés à comment ça s'appelle, des activités physiques, à des ménageurs. Et encore, peut-être, il y aura des petits robots, peut-être un jour, des robots qui viendront et qui nous déménageront, qui s'occuperont de détecter tous les objets qui sont fragiles, etc. On n'en sait rien. On peut imaginer tout ce qu'on veut. Voilà, je m'arrête. Alors, on va. Stéphane, tu veux dire un mot? Alors, Stéphane André ou Stéphane Bernard? les deux. Je voudrais dire un mot sur la créativité. J'ai l'impression qu'il y a un. Je souhaite dire un mot sur la créativité. J'ai l'impression qu'on s'égare, c'est-à-dire qu'une machine, elle est, comment dire ça, elle a un certain type d'intelligence, même si elle a une combinatoire qui fait des variétés et des variations, elle n'est pas, comment dire ça, elle est déjà un prolongement d'un certain type d'intelligence humaine et c'est pas une conscience. Et donc elle développe une aptitude humaine particulière qui est dans la combinatoire, le calcul et des choses qui sont certaines, mais elle n'a en aucun cas une conscience d'elle-même qui serait, je sais pas, qui proviendrait d'abord d'une collectivité qui date d'il y a des millions d'années, hein, parce qu'on est né d'une cellule unique, je dirais. Donc il y a comment dire ça, une rupture dans la continuité de l'expérience et l'expérience de la vie. Donc il y a ça. Il y a le fait aussi qu'elle ne sera pas reliée à ce qui est vivant, quoique elle pourrait être dotée d'une certaine sensibilité, mais l'expérience humaine, elle ne se résume pas à l'expérience qui vient par les sens. Une conscience humaine, c'est pas, la conscience humaine, elle est au-delà de ce que les sens perçoivent. Et donc, elle est ancrée dans une histoire longue, elle est ancrée dans toute une série d'expériences universelles, et donc ça fabrique une espèce de surgissement créatif qui n'a rien à voir avec ce que produit une machine. Et en plus, les machines, elles sont dérivées de raisonnements qui sont des raisonnements calculatoires et reproductibles. Donc, elles ont plutôt un domaine d'expertise sur tout ce qui est cyclique, c'est-à-dire tout ce qui est reconnaissable au début comme répété. Et en aucun cas, c'est l'éclair de génie de quelqu'un qui tout d'un coup perçoit un phénomène à des millions de kilomètres parce qu'il est connecté à la conscience. Donc il n'y a rien à voir avec une machine, quoi. C'est un autre type de réalité
qui vraisemblablement n'est pas très réel. Enfin, c'est vraisemblablement ça la question. C'est que c'est quelque chose qui est une artificialité non réelle auquel finalement on va engager des gens à croire sur la base d'une culture qui est déviante. Enfin, je suis un peu direct, mais voilà, moi c'est ce que je pense. Non, ça rappelle la rupture épistémologique de Gaston Bachelard. On est là sur, en effet, un autre paradigme. On est devant une société avec des robots qui, comme tu viens de mentionner, nous copient, mais ne sont pas capables de copier vraiment et la créativité et sous-jacent la conscience, comme tu viens de mentionner. Alors, à moins que Stéphane Bernard veuille dire un mot aussi, sinon on reprend. Ah, tu n'as pas activé ton son. Non, point de son. C'est donc, je disais que non seulement j'allais dire un mot, mais j'allais en dire plusieurs. La première, c'est que dans ce que vous évoquez, dans ce que nous évoquons aujourd'hui, il y a une absente, c'est la notion d'échelle. Qu'est-ce qui est à l'échelle de la cellule familiale? Qu'est-ce qui est à l'échelle de la cellule locale, c'est-à-dire le quartier, le voisinage? Qu'est-ce qui est à l'échelle de la région et du monde? Et je pense que dans la considération du rôle de l'individu dans la société, le temps passant, et en gros, c'est quel serait le rôle d'un individu dans la société alors qu'il a 60, 70 ou 80 ans. Ce rôle envisagé, il doit être considéré à une certaine échelle. Et dans nos débats, cette notion d'échelle, elle n'est pas abordée, ou du moins elle est abordée de manière un peu critique, en faisant référence à la mondialisation et au fait qu'aujourd'hui, le marché de la Chine, c'est l'Afrique. Et donc, j'ai envie de dire qu'en même temps qu'on a un regard critique sur cette échelle de mondialisation, avec des effets pervers, hein, il y a des écrivains qui ont parlé de starbuckisation du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à quelque endroit qu'on soit, on trouve des grandes enseignes internationales. Voilà. Et ça pose un défaut, ça pose un problème parce que finalement, ça lamine des diversités ou des aspérités culturelles. En même temps, cet aspect à certains éléments ou certaines dimensions du progrès, la médecine, la science, voilà, le corollaire de la mondialisation, c'est aussi la généralisation ou faciliter l'accès à un certain nombre de choses qui sont bénéfiques. Donc je pense que dans notre débat, on doit probablement, plutôt que d'opposer ces différentes dimensions, en disant la mondialisation est négative, donc je la supprime, ben non, il y a certains éléments de la mondialisation qui sont positifs et d'autres qui sont négatifs. Et de la même façon, à des effets d'échelle, si j'aborde ma contribution uniquement sur un plan local ou sur un plan régional, sans considérer ce qui peut se passer autour de moi, ben là aussi, il y a des effets négatifs. Je pense que ce qui s'impose à nous, c'est de bien garder, de garder en mémoire qu'il y a différentes échelles d'intervention. Alors, une fois qu'on a rappelé le fait qu'il y a une diversité d'échelles de points de vue, j'ai envie de dire que de la même façon, il y a une diversité d'économies. Et qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre, et c'est encore une fois, je fais mon mini chat, mini GPT, ou GPT minuscule, c'est-à-dire que je ne fais que citer des références d'autres, mais la notion d'économie productive, elle fait aussi écho à l'économie contributive. Et peut-être que plutôt que de considérer qu'il y a un idéal, je reprends les mots de plasticité du cerveau, qu'il faut qu'en permanence on s'éduque, en permanence on évolue, ben peut-être pas. Peut-être qu'une maman, avec ses instincts maternels, elle peut conserver des instincts maternels devenant grand-mère.
Et que ce qui est mis en œuvre, on ne demande pas à l'instinct maternel d'évoluer en tant qu'instinct. On demande à l'instinct maternel de s'adapter au contexte, qui est le contexte de la famille. Je deviens le grand-père ou la grand-mère de mon petit enfant ou de mes nièces et neveux, ou de mes petits-neveux, et je peux être assistant maternel pour la collectivité. Et donc, j'ai une compétence qui est liée à mon instinct maternel et mon expérience de parent. Cette expérience de parent, elle n'évolue pas en tant que telle. En revanche, elle est mise en œuvre dans différents contextes et à différentes échelles. Et c'est probablement ça qu'il faut considérer. Voilà. Et de la même façon, tout à l'heure, on parlait de culture. De la même façon qu'on doit apporter, selon moi, qu'on doit aborder une situation selon différents prismes et de différentes échelles, je l'ai abordé, il y a probablement aussi quelque chose qui est de l'ordre du tangible et du rationnel, et de l'ordre de l'émotionnel et du sensible. Si je demande à un artisan, si je demande à un artiste de produire une sculpture, ce qui est mis en œuvre, c'est la dimension émotionnelle. Et peut-être que sur 3 sculptures qui sera faite par l'artiste, il n'y en a pas une qui sera faite pareil. Si je demande à une industrie céramique, donc on est toujours sur la même matière, on est sur de la terre glaise. Hein. Si je demande à une industrie céramique de produire des lavabos en grande série, là je ne peux plus m'appuyer seulement sur le talent de l'artisan. Je dois mettre en œuvre d'autres choses. La robotisation, les moules sont une première étape, la mécanisation une deuxième étape et la robotisation une troisième étape. Et après, si on va dans la dimension robotisation, il y a aussi une contribution à la qualité, bien sûr, avec la série, mais il y a aussi une contribution aux conditions de travail, à la pénibilité. Donc, plutôt que d'opposer des mécanismes de progrès, de modernisation et d'accès à l'information et de ChatGPT, c'est un super compilateur d'informations. Attention, moi je n'ai pas opposé, hein, simplement j'observais des mécanismes nouveaux qui apparaissent dans nos sociétés. Cela dit, quand tu évoques la mondialisation, en effet, la mondialisation elle a beaucoup de grands apports, notamment elle peut éviter des guerres. Donc c'est pas le principal des grands apports. Mais cela dit, ce qu'il faut bien considérer, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui, dans des discours, on va dire droite-gauche, nous expliquent soit il faut travailler, soit il faut avoir un revenu minimum et la vie est belle. Mais en réalité, c'est pas aussi simple. C'est que si jamais on arrête de travailler, d'autres vont nous donner des coups de fouet pour travailler à leur place. C'est arrivé dans l'histoire. Il y en a qui pourraient me dire oui, mais ça c'était il y a très longtemps. Ben non, quand on pense à l'Allemagne nazie, on est dans les années 1940, il y a à peine, même pas un siècle devant nous. Eh bien, il y avait des gens qui se disaient on va envahir des pays à l'Est et on va transformer en esclaves. Donc, il y a toujours ce risque. Et si ce n'est pas ceci, ce sera cela. Ça peut être des Chinois, ça peut être des Indiens, ça peut être d'autres. Donc, l'idée, c'est quand même de se dire on doit penser la mondialisation, certes, mais une mondialisation où nous, Européens, ayons notre place en envisageant justement les meilleures technologies. Et c'est là que tu en arrives à ton discours sur, en effet, les économies d'échelle. Évidemment, c'est la plus grande sagesse. Et plus loin, d'ailleurs, dans le petit livre jaune, il y a des propositions qui envisagent, parce qu'on a repris 2 fois ou 3 fois cette notion de divers âges, et en effet, on a envisagé qu'il y a des braves gens qui ne pourront pas se dire « je vais travailler sur ce que j'ai appris dans mon entreprise, le développer, et même simplement l'enseigner, c'est trop compliqué pour moi. J'étais simple petit employé, simple petit ouvrier, je comprends rien à rien. » Mais par contre, ce que tu viens de dire, oui, Stéphane Bernard, ce que tu viens de dire est très important, c'est en effet
décrit dans le petit livre jaune, se dire qu'il y en a qui vont pouvoir aider leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs petits-neveux à réussir à l'école, à avoir une meilleure compréhension, et puis même, on peut garder les enfants quand les parents vont travailler, et simplement, c'est un grand bonheur, c'est une bonté. Donc, en effet, beaucoup de générosité en termes d'économie d'échelle, à l'échelle de chacun. Oui, et puis c'est évidemment ce que tu disais, Stéphane Bernard. Ce que tu disais, l'évolution est très liée au contexte, bien sûr. Et on va pas demander à une maman, comme tu le disais, d'évoluer. Mais en l'occurrence, une maman évolue toujours, puisque si après elle s'occupe de ses petits-enfants, elle va avoir son expérience de maman, et peut-être ça va changer sur l'éducation de ses petits-enfants. La société aura changé entre le moment où elle aura été maman et le moment où elle est grand-mère, où elle est en train d'éduquer ses petits-enfants. Et tout change, tout évolue. Et là, on est sur ce qu'on disait tout à l'heure, et la boucle est bouclée, sur la neuroplasticité, le cerveau qui avance. Et aussi, cette société, elle est là pour que cette nouvelle société, nous la souhaitons. Nous la souhaitons, une société évolutive pour chacun, et comme je le disais tout à l'heure, une société qui va être à la fois individuelle, mais aussi collective. On va essayer d'être les uns avec les autres. Évidemment, ça semble utopiste maintenant quand je le dis, mais c'est mon vœu, c'est notre vœu. D'ailleurs, au début du XVIIIe siècle, des gens qui disaient on ne va plus obéir au seigneur local ou au roi, on va pouvoir avoir une liberté individuelle, on va avoir des droits humains. Ça pouvait paraître utopiste, et après 1789, 1791, 1793, etc., c'est devenu la réalité que nous connaissons, du moins dans les pays libres. Stéphane André, tu voulais parler, oui. Ouais, moi, je ne sais pas trop si le cerveau a quelque chose à voir là-dedans, dans le sens où tout est une question de contexte, c'est-à-dire si on prend un individu, on le met dès sa naissance dans un collectif qui lui permet de développer ses talents, en fait, il déploie ses talents dans son optimum, mais c'est avant tout une affaire de circonstances, une affaire collective, une affaire aussi d'orientation. C'est-à-dire si par exemple, là, j'entends des raisonnements du type on fabrique des lavabos en série ou je ne sais trop quoi, pour moi, c'est déjà une idéologie qui fait croire que c'est déjà un schème de pensée qui va vers une certaine idée de l'optimisation et de la non-variété. Et donc ça, derrière, il y a un raisonnement scientifique, pour le coup, mais qui, à mon avis, n'est pas forcément compatible avec l'accueil de personnes qui doivent développer des potentialités singulières. Alors, évidemment, on a des points communs, mais c'est des points communs physiques. C'est-à-dire qu'on a tous besoin de manger dans une certaine mesure, mais néanmoins, dans la variété des esprits, ce raisonnement de type industriel n'a aucun sens. Aujourd'hui, on sait qu'il n'a pas de sens. Et donc, j'entends, moi, des phrases qui sont encore des idéologies dont on n'arrive pas forcément, moi le premier, à se débarrasser. Alors, je vais intervenir. Je n'ai pas fini. Ce que j'ai indiqué, c'est que je n'ai pas fini. D'opposer l'un à l'autre, je n'ai pas fini. Il s'agit de trouver la synthèse. Je n'ai pas fini. Voilà. Je n'ai pas fini mon propos. Donc, ce que je voulais également dire, c'est que moi, ce qui m'importe, c'est quand quelqu'un est en présence des autres, il active il n'est pas forcément dans la... Il va avoir un comportement éthique à partir du moment où il n'est pas duel. Et donc, la nature, elle a affaire avec ça. C'est-à-dire, si quelqu'un est ouvert sur la conscience naturelle, il n'est pas dans une culture, justement. C'est ça qui me gêne un peu dans les propos qui sont formulés aujourd'hui. Je pense que l'éducation ou l'idéologie a un peu des... Je dis pas que c'est... L'idéologie a un peu des limites, dans le sens où on ne peut pas, de l'extérieur, par exemple, emmener des gens vers... ils vont travailler comme ceci ou comme cela. C'est plutôt ça doit être plutôt une motivation endogène qui se construit
par l'intérieur de l'individu. Et je pense que ça, c'est le résultat d'un contexte plus que d'une politique ou d'une idéologie avec des Oui, recettes. mais Voilà. en même temps, je suis un peu, voilà, Stéphane, je me hérisse un peu. Stéphane André, pour ce que disait faire l'avocat du diable. Stéphane André, ce que disait Stéphane Bernard, c'est quand même intéressant dans ton sens, c'est-à-dire qu'il évoquait quand même cette formation qui finalement peut venir. Il évoquait le grand-père devant les petits-enfants, le grand-oncle devant les petits-neveux. C'est tout de même cette idée de se dire qu'à un moment ou à un autre, au lieu que la société insuffle, parce que c'est vraiment là, on insuffle. Oui, mais justement, la société, c'est chacun d'entre nous qui a été moulé intellectuellement, émotionnellement, à se dire ah, il faut montrer qu'on a des beaux vêtements, qu'on a une belle voiture, et on montre aux enfants. Le but, c'est d'avoir la belle voiture. Et les enfants vont travailler pour la belle voiture. Par contre, si on commence à leur dire qu'il y a d'autres buts, il y a des enfants qui vont réfléchir par eux-mêmes en disant c'est vrai ça. Il y a d'autres buts. Moi, je préférerais ce but-ci ou ce but-là. Et c'est là que ce que disait Stéphane Bernard allait dans ton sens. Et c'est pour ça que ça me paraît extrêmement riche de se dire, osons, en effet, cette singularité face à la collectivité, elle peut s'induire doucement mais sûrement par des modèles idéologiques, certes, qui ne sont que des modèles, mais comme je disais un petit peu en amont, 1789, ça date de Komensky, 1640. Ce sont des gens qui ont commencé à lancer comme modèle, construisons, bâtissons une société autre. Ayons une société où les gens puissent s'instruire, une société où ce ne soit pas le personnage au-dessus qui me donne des ordres, que je puisse être libre, que je puisse penser par moi-même. Et ça a développé la liberté, ça a développé les lumières. Et donc, on peut nous aussi nous dire que là, maintenant, modestement, on s'inscrit dans l'histoire avec un grand H, on lance des idées, alors on est donc on dit, ouais, mais peut-être que 40 ans, 60 ans après, ce sera la nouvelle norme. Les gens commenceront à se dire, mais c'est vrai qu'on a le droit de penser autrement. Et c'est là que peu à peu, on ira vers un autre type de société. Après, les normes. Au fond, ce dont il est question, c'est une question de perspective. Oui, Oui. oui, c'est ça. Et vous n'avez pas. Enfin, la question du progrès, par exemple, j'ai eu l'occasion d'écouter des gens s'exprimer sur la notion du progrès. Et ce qui était partagé au cours de ce débat, c'était la peur de mourir. Et qu'au fond, l'être humain, Homo erectus, était animé depuis le début par la peur de mourir. Et que tout ce qui... Alors, c'est un raccourci très court, hein, mais finalement, tout ce qui était l'élément de motivation originelle de toute la recherche de progrès, c'est la peur de mourir. Et dans ce contexte-là, le serment d'Hippocrate et la formation des médecins et tout ce qui est fait autour de la recherche médicale, elle a pour objet de retarder la mort, de corriger la maladie. Dans le même temps, et c'est ça qui est intéressant, dans le même temps, il y a une approche qui n'est pas une approche scientifique, qui est une approche plutôt philosophique, qui consiste à s'interroger sur l'accompagnement de la fin de vie. C'est-à-dire qu'à un moment, on débranche les dispositifs mécaniques, technologiques, scientifiques. J'exagère en disant débranchant, mais on refuse l'intervention artificielle pour maintenir une vie qui n'est plus là, au bénéfice d'autre chose. Qui a raison? Qui a raison? C'est là qu'on revient, Stéphane Bernard, sur la réalité des vocations individuelles. On revient sur la singularité de chaque individu. Un individu qui dit j'ai une maladie comme ça, mais j'ai tellement envie de continuer de suivre mes petits-enfants, alors laissez-moi avec un médicament, je souffre, je suis hospitalisé tant de jours par semaine, par mois, mais je veux continuer parce que j'ai envie de suivre mes petits-enfants. On va le respecter. Mais celui qui dit je souffre, j'ai mal partout, j'ai plus rien qui m'intéresse dans ce monde, laissez-moi mourir en paix plutôt que de souffrir horriblement, ben là aussi il faut le respecter. Donc je pense que ce n'est pas une réponse unique, mais c'est plusieurs réponses adaptées à chaque type d'individu et à chaque pathologie.
Et à chaque fois, on cherche l'équilibre entre quelque chose qui est éminemment rationnel versus quelque chose qui est éminemment émotionnel. Et on trouve toujours cet équilibre entre quelque chose qui est sensible et quelque chose qui est tangible. Et finalement, si je joue la mise en miroir de rationnel, émotionnel, sensible, tangible, il y a de l'ordre de l'explicite, de l'ordre de l'implicite, culture et valeur étant implicite, loi et règlement étant explicite. Qui a raison? Qui a raison? Mais je ne sais pas par rapport à la méthode qu'on a dit, il y a vraiment un parti pris théologiste de dire c'est un défaut. C'est une certaine perspective qui dit que la maladie c'est un défaut. La maladie c'est plutôt un signe qui révèle alors un déséquilibre, certes physique, mais néanmoins il y a certaines personnes qui le voient plutôt comme une manifestation d'un apprentissage justement de l'existence. Et ça, on peut aussi, comme tu disais, changer d'échelle. C'est-à-dire que bon, on a tendance, nous, à voir la vie comme étant quelque chose de très, comment dire, de très individuel et très localisé dans un temps particulier. Mais si on se pose des questions de société, à mon avis, il faut avoir une perspective d'échelle dans le temps qui n'a rien à voir avec l'individu. Une société comme la société, par exemple, française, c'est quelque chose qui s'est construit sur je ne sais pas combien de milliers d'années et qui a une vraie dynamique de corps social qui se manifeste dans la géopolitique mondiale par des façons d'être, des façons d'avoir une culture qui justement mute. Donc il y a des vraies questions qui sont liées à mon avis au défaut de cette culture de la réplication scientifique qui en fait fait voir par exemple la maladie comme un défaut qu'on va corriger et dont on voit les perversions apparaître. Les perversions, c'est clair, pour moi c'est la perversion, c'est la dislocation, enfin la dualité avérée entre un corps et un esprit qui n'ont plus de relation. C'est-à-dire qu'à la limite, on aura des gens qui sont complètement par construction schizophrène. Mais enfin, c'est le danger. Oui, c'est ça, voilà, parce qu'on peut dire que c'est potentiellement, là, c'est un danger potentiel, mais concrètement, tu as peut-être remarqué qu'à chaque fois, dans nos vies, on tombe malade. On se dit en effet, le mal a dit, quelque part, quelqu'un en moi tombe malade, se pose des questions, c'est peut-être une maladie qui vient en réponse à ceci ou cela dans mon existence, et puis la maladie en soi, en effet, m'enseigne, me permet d'évoluer, de me dire, tiens, au lieu de taper l'autre, je vais me dire, tiens, l'autre, il souffre aussi, bah, tiens, maintenant je souffre, je commence à comprendre ceux qui souffrent, et donc de devenir plus modeste, plus humain, plus tolérant, plus sensible, le terme employé avant. Mais en même temps, quelqu'un qui serait aidé par beaucoup de technosciences lui permettant d'être moins malade, moins souffrant, à part en effet ce que tu viens de souligner en aparté, c'est-à-dire évidemment le personnage qui je suis malade, toi qu'on me soigne, je n'ai même pas compris ce qui m'arrivait, je suis remalade, on me soigne, j'ai un accident, on me construit un appareil et puis tout va bien. Bon, évidemment, cet individu-là n'a pris conscience de rien, il est complètement aberrant. Quelle est sa partie vivante? C'est ça la question. La partie vivante, c'est la partie qui est capable de muter pour s'adapter ou pour évoluer. Mais si petit à petit la technoscience qu'on bâtit, si tu veux, remplace les morceaux vivants par des morceaux non vivants ou combinatoires, à l'arrivée, on va avoir une petite partie vivante et une grosse partie qui évidemment sera très, très stable, mais sera justement dans la non-évolutivité. Mais peut-être, je ne sais pas. Parce qu'on peut aussi dire que peut-être que c'est ça la voie d'avenir, c'est peut-être celle-là, je ne sais pas. J'ai beaucoup réfléchi, notamment avec Fred, qui n'est pas avec nous ce soir, mais et quelques autres. L'organisme cybernétique, le cyborg, on peut croire en effet, finalement, il a plein d'appareillages, tout va bien, et non, pas du tout. Si jamais demain on t'installe un implant qui n'est pas simplement un implant dans une dent, en termes de dents, mais un implant, on va dire, vivant, c'est-à-dire tu as ton œil, c'est un nouvel œil, et quand tu vois avec cet œil-là, tu te dis, je vois, c'est vraiment moi,
j'ai peur d'avoir mal, j'espère que ça va bien fonctionner. Tu as de nouveau un système émotionnel qui s'installe à partir de ces bizarreries qu'on t'a implantées. Donc finalement, tu n'es pas complètement l'individu désincarné que tu sembles regarder avec inquiétude. Si demain on m'enlève mon œil bionique, Oui. eh ben, je vais avoir vraisemblablement un très gros manque. Oui, mais alors justement, alors, voilà, peut-être tu auras... Est-ce que je vais pouvoir avoir des organes qui sont, que je peux prendre et me dessaisir? Parce que sinon, je deviens dépendant de quelque chose qui n'est pas lié à mon être et qui n'est pas fabriqué par ma propre expérience. Alors, là, tu en étais à demain, mais j'entends ton discours qui va plutôt vers après-demain. C'est-à-dire, après-demain, il y a un moment, parce qu'il y a toujours un va-et-vient dans l'histoire, d'ailleurs, ce sont des cycles. Donc, on va trop dans un extrême, donc c'est absurde, on va trop dans l'autre extrême jusqu'au moment où on arrive un peu vers la sagesse, dans le milieu. Il y a un moment ou un autre, à force d'avoir des appareillages, des technologies, on va avoir des individus qui vont dire, mais justement, on marquait mon œil bionique, je ne voyais plus, c'était effrayant pour moi, j'étais dépendant. D'une compagnie. En plus, c'est pas grave, il y a un moment ou un autre, il y a quelqu'un qui va dire, est-ce que je peux connecter des groupes neuronaux pour réactiver de l'intérieur un système, on va dire, biologique à la place du système artificiel. Et à nouveau, il y aura la recherche de soi. Et puis, ça prendra 40 ans, 60 ans, 80 ans. Puis, peu à peu, en effet, un grand consortium industriel se dira, ça y est, maintenant, on va dire aux gens, vous ne fatiguez pas, c'est trop fatigant d'être attentif à soi, on vous donne de l'attention gratuite, avec telle molécule, jusqu'au moment où, à nouveau, au bout d'un certain temps, il y en a qui se diront, mais attends, je suis dépossédé de moi, et je vais retourner à moi-même. Donc, il y aura à nouveau une conscience de soi. À mon avis, il y a un va-et-vient sans cesse qui continuera pendant des centaines de siècles, j'ai envie de dire. Donc, pour retourner à la thématique de ce soir, porte sur les retraites, Serge, il y a encore un article à lire. Oui, Voilà. bien sûr. Donc, je vais aller vers la maladie et ce que nous étions en train d'évoquer, de débattre. Donc, comment assurer aux salariés, donc plutôt aux mutualiers pour notre société nouvelle, de ne plus perdre leur santé dans des démotivations, des burn-out, parce qu'étant soumis à des managers parfois agressifs. Proposition 277. On va lire cette proposition-là et je reviendrai ensuite sur les créateurs d'entreprises. D'accord. Mais on va aller directement là-dessus, puisque le débat était sur la maladie. Est-ce qu'on avait toute la proposition entière à lire ou un morceau? Je pense que c'est un morceau. D'accord, si tu l'as en tête. Alors oui, on va revenir sur la neuroplasticité du cerveau. Et donc, la neuroconnectique mérite d'être enseignée par intégration dans le cursus d'études sous la forme de simples travaux dirigés, complémentables par des cours théoriques dispensés aux étudiants le demandant, aux futurs managers issus d'études de management, de commerce, de sciences politiques et d'administration, aux futurs ingénieurs et globalement à tous les décideurs qui, au quotidien, ignorent les processus neuronaux et hormonaux qui les dirigent. Alors, pourquoi on introduit cette notion de neuroconnectique là, dans le domaine du travail? Ben, c'est justement pour éviter ces burn-out, et donc, le créateur de la discipline va en parler. Donc, c'est pour avoir un travail intérieur, c'est pour développer des connexions neuronales nouvelles, c'est pour se renforcer en tant qu'individu, et c'est pour être plus performant aussi au niveau du travail et moins être sujet à des burn-out, à des stress. Et il va Oui, alors justement, parce que là, tu m'invites à parler de neuroconnectique, mais il est vrai que ce serait très délicat, donc j'invite nos auditeurs à peut-être trouver à lire ce livre-là. Voilà. C'est comme ceci, je suis peut-être un peu trop près. Voilà. Donc, l'idée, elle est là, c'est de considérer donc une discipline nouvelle qui nous amène à nous intéresser à comment connecter en nous les groupes neuronaux qui ne sont pas forcément connectés, ou du moins qui peuvent l'être, mais par pur automatisme. Donc, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, ça dure ou ça ne dure pas. Et en effet, pour ce qui est du management, eh bien,
dès l'instant où on peut se dire, par exemple, je reviens sur ce que disait Stéphane Bernard un petit peu avant, et d'ailleurs ce que croisait le propos de Stéphane André, dès l'instant où on se dit je travaille sur un plan rationnel, sur un plan intellectuel, pour développer ceci ou cela dans mon entreprise, ou même dans ma vie courante, ma vie personnelle, ma vie familiale, eh bien, je peux aussi réaliser que ceci va avoir de la puissance, de la profondeur, de la durabilité, si je le connecte à un effort, cette fois non plus intellectuel, rationnel, mais on va dire émotionnel et peut-être irrationnel ou apparemment l'étant, qui nous amène à pouvoir être plus humains, plus globaux dans notre façon d'être. Voilà. Mais par exemple, quelque chose peut sembler irrationnel apparemment en provenance d'un individu, mais peut-être que dans un contexte, si tu veux, social ou dans un contexte de communauté, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas si irrationnel que ça. C'est pour ça que ce que tu disais par rapport aux questions d'échelle, par exemple par rapport à l'échelle de l'individu, de la famille, la communauté, le groupe, l'entreprise, la société, le pays, le monde, en réalité, la vie, c'est quelque chose de complètement interrelié. Et il est tout à fait possible que quelqu'un qui a un comportement apparemment irrationnel pour le groupe de 4 personnes a peut-être une vocation très rationnelle dans un ensemble plus large. Et moi, j'ai l'impression que nous, on a du mal à se laisser, comment dire ça, se laisser transporter par des insights qui sont des insights, par exemple, de l'espèce humaine, et on n'accepte pas forcément de les laisser passer parce qu'on est câblé de façon très, très rigide, en fait. Et donc, des fois, c'est vrai on peut avoir des comportements extrêmement spontanés qui sont tout à fait aidants, et on peut, a posteriori, être surpris des gestes et des pensées qui nous traversent. Et donc, pour ça, je pense que justement, c'est plutôt accultural. C'est une acculturation. Mais par contre, si on renforce un cerveau, pour reprendre le terme des Armfin, dans la répétabilité, dans la duplication, dans la certitude idéologique de règles qui sont certaines, en fait, on prend le risque, à mon avis, de faire disparaître cette aptitude du fait que nous sommes des humains, et ça, on a un certain potentiel, une certaine aptitude qui sont repérables dans certains individus, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Mais je pense que ça, justement, ça passe plutôt par un processus d'acculturation, plus que par une culturation. Je ne dis pas que c'est pas bien la culture, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir les limites qu'elles ont, parce que les cultures sont des produits qui sont liés à des adaptations de sociétés dans des régions spécifiques. Et c'est pour ça que c'est important, à mon avis, de distinguer le niveau commun et global de l'humanité et les niveaux spécifiques des groupes humains avec leurs spécialités adaptatives. C'est à mon avis là que ça se joue, c'est dans cette articulation intelligente qui limite le conflit, étant donné que forcément, les cultures n'ayant pas forcément le même objectif, ça peut créer des frictions comme il y avait avant avec les différentes guerres que l'humanité a subies pendant des millénaires. Guerre qui pourrait revenir, d'ailleurs, c'est un autre débat, mais alors, c'est un nouveau aussi. Alors, il faut revenir à notre thématique, comme le souligne Angela, c'est la retraite. Oui, c'est pas la retraite de Russie. Non. Et maintenant, nous allons parler des créateurs d'entreprises. Donc, comment assurer aux créateurs d'entreprises de ne plus se ruiner en empruntant tout en étant assurés de conserver leur forte dynamique de compétitivité. Donc, via les propositions de notre livre, proposition 41, 42, 43, 44. Alors, je lis un peu. Merci. Donc, proposition 41, dans le cadre de l'organisation rationnelle mais humaniste de la profession en mode synarchique, le créateur, la créatrice d'entreprise qui a besoin de machines
pour sa production quelle qu'elle soit, de lieu pour sa représentation ou et de sa distribution, d'un laboratoire pour rester compétitif face à la recherche-développement et autres biens d'équipement, ne se ruine plus devant le banquier par l'emprunt que solde la dette et pour beaucoup l'incapacité de la rembourser qui anéantit des talents, détruit des existences, désespère des individus et appauvrit des pays. Position 42. Dans le cadre de l'organisation synarchique de la profession et de l'activité sociétale en général, le créateur, la créatrice d'entreprise qui a besoin d'une machine, d'un bureau, va solliciter la chose publique, res publica, en la personne morale de l'État, voire du supra-État européen que propose notre pacte, qui, en mode synarchique, depuis les agents placiers d'un grand corps d'État que nous allons créer, lui indiquera quelques lieux où sont les machines et équipements dont il ou elle a besoin, en organisant pour ce créateur, pour cette créatrice d'entreprise, selon le choix réciproque des deux parties en présence, sollicitant et prêteur, les modalités de l'échange, la tractation se négociant selon les règles du commerce international, pour illustration de l'annonce « Je prête tel laboratoire en échange de 15% des résultats de la recherche ». Article, on va dire, proposition 43. L'organisation de la profession est l'instrument capital de l'action synarchique. Assurer à qui a des idées les moyens mutualisés de les réaliser en obtenant le prêt avec contrepartie d'un pourcentage de sa production, des lieux donnés, des technologies dont il a besoin n'est pas suffisant. Il faut l'aider en lui assurant aussi les ressources humaines dont il a besoin. Et enfin, donc la proposition 44, l'État doit être réorganisé sur le plan institutionnel pour servir cette économie mutualisée beaucoup plus dynamique que l'économie financiarisée que nous allons remplacer, nécessitant beaucoup plus de souplesse qu'elle, beaucoup plus de confiance dans les valeurs et compétences de chaque individu, devant aussi être beaucoup plus sérieusement structurée qu'elle. Qu'est-ce que l'on pourrait dire? Parce que ça, il y a des disons que là, qui seraient développées, peut-être dans d'autres débats, l'état placier déjà. Oui, l'état placier. Alors, en effet, il faudra peut-être affiner en effet le débat, oui, tu as raison Serge. Là, sur cette problématique des retraites et du travail, déjà se dire que le travail ne doit plus soumettre l'individu à l'endettement, à l'épuisement, au manque de respect de son individualité, de sa singularité, mais au contraire, pouvoir l'aider, on pourrait presque dire le repêcher s'il y a souci, parce qu'actuellement on connaît, d'ailleurs je connais personnellement, des gens qui ont monté des entreprises et qui passent la suite de leur vie à rembourser. C'est l'enfer. Donc oui, il faut penser autrement, il faut penser en effet une politique de prêt, une politique d'usage multiple, c'est-à-dire qu'un bureau qui va servir à quelqu'un, qui va passer 2 jours par semaine, les autres jours de la semaine peut être utilisé par d'autres gens. Et à ce moment-là, il y a une rentabilité accentuée. C'est déjà le cas. Il faut le développer, absolument. Et je ne sais pas, moi ça me fait penser aux États-Unis et aux différences entre les pays dans lesquels finalement, par exemple aux États-Unis, si on veut monter une société, bon bah finalement, si le concept est à peu près bon, tout de suite on va avoir des fonds pour démarrer. Ici, ça va être l'inverse. Ils ne vont pas avoir de fonds pour démarrer. Dans d'autres pays, ça va être des entités mixtes qui vont fonctionner. Et je ne sais pas trop. Et puis finalement, on se développe quand même aujourd'hui, face aux carences du salariat, le développement de tout ce qui est profession indépendante, qui finalement, j'ai l'impression, font tourner un quart de l'économie sans qu'on s'en rende bien compte. Hein. La question, c'est plutôt comment réaliser cette transition entre un paysage de formes contractuelles que l'on connaît bien et quelque chose qui serait intermédiaire ou quelque chose qui serait moins contraint. Bon, après, les partis politiques ont toujours des discours là-dessus, sur la baisse des charges, mais en fait, le système de fond, c'est toujours la même structure, mais personne ne veut s'attaquer vraiment à ça. Hein.
Soit on donne des revenus minimums à tout le monde, et puis on s'attend à ce que ça améliore la situation, soit on dit, non, on devient sauvage, on met tout le monde au travail et en concurrence, mais on sait très bien que les deux systèmes ne fonctionnent absolument pas. Avec l'Union soviétique et les États-Unis, on voit bien la perversion des deux extrêmes. Hein. C'est quand même intéressant comme enseignement. Hein. D'où la nécessité de penser à essayer d'explorer une voie intermédiaire qui soit en effet pas, comme tu dis, laisser aller où chaque individu est livré à lui-même, ou un système qui veut trop contrôler, et là, ça devient chaotique et parce que trop bureaucratique, trop structuré, trop mou, trop lent. Il faut trouver l'intermédiaire sage et agréable pour les individus. Oui, ça, je peux le dire. Oui, vous avez c'est ce que j'allais dire. D'accord. Je sais pas d'autres. Constantin, Stéphane, ça on va conclure. Tu crois si vite? Il manque une petite notion qui me semble extrêmement importante. Comment assurer le plein emploi à vie, évolutif, depuis une formation tout au long de l'existence, respectant tant les besoins des marchés, que les vocations de chaque individu, en aidant le placement de chaque profession, depuis, on en parlait tout à l'heure, j'en parlais tout à l'heure, depuis un corps d'État nouveau, adapté à ceci, et le remplacement du salariat par une autre structure d'organisation de la profession, le mutualat, proposition 28, 29, 181, 49, 50, 51. Déjà, on va... 28, 29 pour commencer. Voilà, c'est un vaste sujet. Oui, on aura peut-être reprendre. C'est un sujet en soi. Alors, soit on réfléchira pour une thématique séparée, en projet en soi, soit on reprendra. Peut-être un focus directement dessus, Danfield, parce que je pense qu'à mon avis, c'est un sujet qui va nous faire parler beaucoup. D'accord, alors tu nous aimeras. Des idées, mais je ne peux pas me lancer là tout de suite. Donc, Alors, proposition 28. La prolétarisation socio-économique de l'individu, qui nous indigne tous et toutes, commence et s'assoit sur la prolétarisation culturelle de l'individu. Celle qui n'a pas accès à l'école ou qui n'a pas accès aux technosciences ou l'ingénieur à un niveau mastéral dit Bac+5 est et sera de plus en plus dans nos sociétés technologiques et scientifiques condamnée à la petitesse sociale sans issue. Proposition 29. Assurer à tous et à toutes une formation tout au long de l'existence, gratuite entre guillemets, puisque financée par l'impôt, est la principale garantie de justice sociale et est l'assurance d'une société industrieuse solide et stable. Continue les autres. 181, dans l'ordre. 181. Alors, proposition 181, nous reconnaissons et servons le mutualat comme la base redistributrice et fiscale de notre société, se manifestant telle une sorte de, entre guillemets, salariat autogéré par chacun dans le choix de ses aménagements horaires et géographiques fondés sur les nécessités de la collectivité et l'évocation ou expression des compétences actuelles ou potentielles sous forme de besoins vocationnels de chaque individu. Salariat, entre guillemets, réactualisé et valorisé par la formation certidiplômante tout au long de la vie. En fait, entre guillemets, post-salariat entrepreneurial étatiquement garanti, fin de guillemets, garanti par le supra-État international européen en voie de réalisation, du fait de son pouvoir socio-organisatif, glacier, administré par une direction financière des traitements rémunérateurs et émoluments. Le mutualat fonctionnant comme si chaque citoyen, chaque citoyenne était de fait l'entrepreneur de sa propre existence professionnelle, intelligemment fédéré aux autres existences professionnelles. 49, 50, 51, mais peut-être qu'on
Moi, je pense que là, on peut laisser la parole à circuler parce que trois articles déjà, c'est très riche. Donc, je pense que Constantin ou Stéphane Bernard pourront compléter peut-être. Parce que ça, c'est, comme a dit Constantin, c'est un vrai sujet à aborder dans le futur. Je pense que vu en tout cas je pense qu'on a déjà bien avancé dans la session et déjà, je pense que si on devait parler de ce sujet-là, ce serait bien peut-être de faire en tout cas un sujet à part entière sur ce sujet, si tout le monde est d'accord, hein, bien entendu, hein. Et je pense peut-être de clore en tout cas sur ça pour l'instant, mais je ne sais pas si peut-être Stéphane a quelque chose à dire de particulier. Non, comme vous l'avez souligné, on a eu déjà des débats intenses sur la première question, donc je pense que ça ne serait pas faire honneur à la question que de poursuivre avec le peu d'énergie qui nous reste. Exact. Ok. Alors, Merci à tous. merci. Merci. À bientôt pour un nouveau débat de la Bonne soirée. APSDC.